Lors de leur anniversaire de mariage, papa a lâché, notre première fille était une erreur de commande. Maman a souri d'un air narquois, nous avons corrigé cela avec un fils. Tout le monde a ri. J'ai souri, j'ai levé mon verre, santé, vous ne me reverrez plus. J'ai posé un coffret cadeau sur la table et je suis sorti au moment même où papa l'a ouvert. Je m'appelle Angelina Escobel, j'ai 33 ans. Je me tiens au milieu de l'Arizona Biltmore Ballroom, entouré de 195 invités en tenue de soirée, sous des lustres en cristal, une tour de champagne scintillant sous une lumière chaude. Mon père vient de lever son verre pour porter un toast à l'occasion de son 38e anniversaire de mariage. Il a dit, notre première fille était une erreur de commande. Ma mère a ri et a ajouté, nous avons rectifié le tir avec un fils. La salle a éclaté de rire. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai souri, j'ai levé mon verre et j'ai dit clairement, à vos 38 ans. Vous ne me reverrez plus. J'ai posé une boîte cadeau noire sur leur table, avec un élégant ruban argenté, sans carte. La main de mon père s'est figée en plein élan. Je me suis retourné et j'ai marché vers la sortie, mes talons claquant sur le marbre derrière moi. J'ai entendu la boîte s'ouvrir, puis le silence. Un silence de mort. Que s'est-il passé ensuite ? Laissez-moi vous ramener 33 ans en arrière pour vous montrer comment une erreur de commande est devenue l'architecte de sa propre justice. Si vous voulez voir comment des reçus et des leviers juridiques peuvent réécrire la structure du pouvoir d'une famille, restez avec moi. Abonnez-vous. Vous aurez besoin de voir comment cela se termine. Maintenant, laissez-moi vous ramener en 1992, lorsque l'erreur de commande est née. Je suis né à Phoenix, en Arizona, à l'été 1992. Mon père, Victor Escoel, avait 32 ans à l'époque, un promoteur immobilier en pleine ascension qui venait de commencer à bâtir ce qui allait devenir Isabel Property. Ma mère, Diane, avait 30 ans, une ancienne candidate à des concours de beauté qui avait abandonné ses rêves pour soutenir les ambitions de Victor. Il voulait un fils, un garçon qu'il pourrait former dès la naissance pour reprendre l'empire qu'il prévoyait de bâtir. Au lieu de cela, ils m'ont eu. La grossesse de ma mère pour moi a été difficile. Elle a failli mourir pendant l'accouchement. J'ai entendu cette histoire 1000 fois. Comment les médecins l'avaient prévenue qu'elle pourrait ne pas survivre. Comment elle a passé 3 jours aux soins intensifs par la suite. Elle m'a blâmé. Pas les complications médicales, pas le hasard de la biologie. Moi, le mauvais bébé, l'accident. 5 ans plus tard, mon frère Garrett est né. Césarienne planifiée. Accouchement facile, timing parfait. Le garçon en or était arrivé. Je me souviens de la fête du 5e anniversaire de Garrett. J'avais 7 ans, debout dans le jardin de notre maison de Phoenix, regardant un magicien sortir des lapins d'un chapeau pendant que 40 enfants criaient de joie. Il y avait un zoo pour enfants, des chèvres, des poneys, des ânes miniatures, un château gonflable en forme de château, un gâteau à 3 étages avec le visage de Garrett imprimé dessus avec de l'encre comestible. Ma mère a embauché des photographes. Mon père a loué tout le pavillon du parc. 2 mois plus tard, c'était mon 7e anniversaire. Nous avions un gâteau de chez Costco dans la cuisine. 3 cousins sont venus. Ma mère a dit que nous ne pouvions rien nous offrir de plus grand. Les affaires étaient lentes, mais j'avais vu le relevé de carte de crédit sur le comptoir. La fête de Garrett avait coûté $4200. Quand j'avais 10 ans, j'ai demandé à mon père pourquoi Garrett avait un livre de bébé avec 300 photos. Chaque étape documentée, chaque premier mot, chaque costume d'Halloween, et le mien n'avait que 12 photos, la moitié des pages étant vierges. Il m'a regardé comme si je lui avais demandé d'expliquer la physique quantique. Ta mère était fatiguée après ta naissance, Angelina. Elle a eu un rétablissement difficile. Mais elle n'était pas trop fatiguée pour documenter chaque seconde de la vie de Garrett. À 15 ans, j'ai décidé que je voulais être architecte. Ma grand-mère, Hélène, la mère de mon père, m'emmenait sur des chantiers de construction. Elle me faisait visiter des bâtiments en cours de développement, me montrant les murs porteurs, m'expliquant comment les fondations se tassaient, me montrant des plans étalés sur des tables pliantes dans les roulottes de chantier. Elle avait été courtier immobilier pendant 35 ans, l'une des premières femmes à Phoenix à bâtir un cabinet prospère à une époque où les clients ne lui serraient pas la main parce qu'elle portait des jupes au lieu de costumes. Tu vois comment cette poutre porte le poids de tout le 2e étage, disait-elle en traçant son doigt le long des dessins. C'est de l'intégrité.
Tout le bâtiment en dépend. Les gens mentent, Angelina, mais pas les bâtiments. Soit ils tiennent debout, soit ils s'effondrent. Je l'aimais. C'était la seule personne de ma famille qui me regardait et voyait quelque chose qui valait la peine d'être construit. L'été de mes 15 ans, j'ai demandé à mon père si je pouvais faire un stage chez Esquabel Property. J'ai écrit une proposition de 3 pages expliquant pourquoi je serais un bon choix. J'avais pris des cours de dessin technique. J'avais d'excellentes notes. Je travaillerais gratuitement. Je voulais juste apprendre. J'ai laissé la proposition sur son bureau. Il ne l'a jamais lue. Je le sais parce qu'elle est restée là pendant 6 semaines, accumulant les ronds de café, avant que je finisse par la jeter. Quand je lui en ai parlé directement, il a dit « Angelina, tu es une fille. L'immobilier est un monde d'hommes. Les clients ne te prendront pas au sérieux. De plus, tu vas juste te marier et abandonner. Pourquoi gaspiller cette formation ?» 2 mois plus tard, Gareth, 13 ans, sans aucune expérience professionnelle, sans aucun intérêt pour les bâtiments, a commencé à suivre mon père chaque samedi. C'est un leader né, disait mon père à tout le monde. Il dirigera cette entreprise un jour. J'étais juste là quand il l'a dit. Il ne m'a pas regardé une seule fois. Ce soir-là, j'ai entendu mon père parler à ma mère dans la cuisine. J'étais censé dormir, mais je étais descendu pour chercher de l'eau. Je me suis arrêté à la porte quand j'ai entendu mon nom. Dieu merci, Gareth est un garçon, a dit mon père. Tu t'imagines Angelina diriger l'entreprise? Elle la transformerait probablement en un projet artistique à but non lucratif. Ma mère a ri. Elle est trop émotive, trop douce. L'immobilier a besoin de quelqu'un qui a la peau dure. Je suis remonté. Je n'ai pas bu l'eau. Je me suis allongé dans mon lit, j'ai fixé le plafond et j'ai pensé, je dois quitter cette maison. J'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires en 2010, première de ma classe. J'ai été admise à l'Université d'État de l'Arizona avec une bourse académique partielle. J'ai demandé à mes parents de l'aide pour le reste des frais de scolarité, soit $18 000 par an. Mon père a dit, nous allons t'aider, mais tu dois contribuer pour forger ton caractère. Traduction, j'ai contracté $72 000 de prêts étudiants sur 4 ans. Je travaillais 25 heures par semaine à la librairie du campus, à ranger des manuels et à enregistrer des ventes pendant que les autres étudiants allaient à des fêtes. Je vivais dans un studio avec 2 colocataires, dormant sur un futon dans le salon parce que nous ne pouvions pas nous offrir un 3 pièces. En 2015, Gareth a été admis à l'école de commerce de l'USC, frais de scolarité entièrement payés par mes parents, $65 000 par an, plus une allocation mensuelle de $2500 pour les dépenses, plus une nouvelle BMW série 3 pour son 21e anniversaire. Je conduisais une Honda Civic 2001 avec 145 000 miles au compteur que j'avais acheté sur Craigslist pour $2800. J'ai interrogé mon père sur cette différence une fois. Il m'a envoyé un email. Je l'ai encore. Angelina, nous croyons qu'il faut enseigner la responsabilité. Tes prêts te feront apprécier ton éducation. La situation de Gareth est différente. Il se prépare à diriger l'entreprise, nous investissons donc dans son avenir. J'espère que tu comprends, papa. J'ai parfaitement compris. J'ai obtenu mon diplôme de l'Université d'État de l'Arizona en 2014. Summa cum laude. Lors de mon dîner de remise des diplômes, mon père a levé son verre et a dit à Gareth, qui venait de terminer sa première année à l'USC, le futur PDG de Esquabel Property, pas de toast pour moi. Gareth a souri d'un air narquois de l'autre côté de la table. Ma mère a ajusté son collier et a changé de sujet. Le serveur m'a demandé si je voulais un dessert. J'ai dit, non. J'avais un remboursement de prêt étudiant prévu dans 6 mois et je calculais déjà le nombre de gardes supplémentaires dont j'aurais besoin pour le couvrir. Je suis allé à la faculté de droit de l'Université d'État de l'Arizona l'année suivante, encore $60 000 de prêt. Je travaillais à temps partiel à la bibliothèque de droit, mettant à jour des bases de données juridiques et classant des dossiers pour des professeurs qui me payaient $12 de l'heure. J'ai réussi l'examen du barreau en 2018, dans le top 15% de ma promotion. J'avais 26 ans, $132 000 de dette, et j'étais la seule de ma famille à détenir un titre professionnel. J'ai envoyé à mon père une proposition formelle, m'embaucher comme conseillère juridique interne pour Esquabel Property. Le tarif du marché pour les avocats d'entreprise débutants à Phoenix était de $85 000.
J'ai demandé 68 000 $, soit 20% de moins que le marché. Parce que je voulais faire mes preuves, j'ai rédigé un mémoire de 10 pages décrivant comment je pouvais faire économiser de l'argent à l'entreprise sur les frais juridiques externes, gérer les révisions de contrats, évaluer les risques. La réponse de mon père est arrivée 3 jours plus tard. Un paragraphe. Angelina, la famille et les affaires ne font pas bon ménage. Cela crée des conflits d'intérêts. Je suis sûr que tu trouveras une excellente opportunité ailleurs. Papa. 2 mois plus tard, Gareth, 21 ans, sans diplôme en poche, sans expérience professionnelle, a été embauché comme vice-président des acquisitions à 95 000 $ par an. J'ai appelé ma grand-mère, Eleanor, ce soir-là. Je pleurais si fort que je pouvais à peine parler. Elle m'a écouté pendant 20 minutes sans m'interrompre. Quand je me suis enfin arrêté, elle a dit, « Ma chérie, ton père a peur de toi. Tu es plus intelligente que lui, et il le sait. Un jour, tu le prouveras. » Je ne la croyais pas à l'époque, mais j'aurais dû. Thanksgiving 2018. J'ai pris l'avion pour retourner à Phoenix pour les vacances. C'était la première fois que je revenais en 6 mois. J'avais accepté un poste dans un cabinet d'avocats spécialisé dans l'immobilier et le droit de la propriété intellectuelle à Seattle. La distance aidait. Je pouvais y respirer. Le dîner s'est déroulé chez mes parents. Victor, Diane, Gareth, 2 oncles qui travaillaient tous deux dans l'entreprise. La table était dressée avec la belle vaisselle en porcelaine de ma mère. Dinde, purée de pommes de terre, gratin de haricots verts, normal en apparence. Mon oncle m'a posé des questions sur Seattle. J'ai commencé à répondre, lui parlant du cabinet, des affaires sur lesquelles je travaillais. Ma mère m'a interrompu. Angelina est allée à la faculté de droit pour trouver un mari riche, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde l'entende. Ça n'a pas encore marché. La table a ri. Gareth a souri d'un air narquois dans son verre de vin. Mon père n'a rien dit, se contentant de couper sa dinde en évitant mes yeux. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, j'ai verrouillé la porte, j'ai ouvert l'application de notes de mon téléphone et j'ai écrit « Note pour moi-même, arrête d'attendre qu'ils te voient. » Ils ne le feront jamais. Je n'ai pas passé Noël chez eux cette année-là. Mon père m'a envoyé un message, « Fais comme tu veux. » Gareth est là. C'est tout ce qui compte. J'ai appris très tôt que je n'étais pas la mauvaise commande. J'avais juste été commandé dans la mauvaise famille. Juin 2019. J'avais 27 ans, je vivais à Seattle, je travaillais 60 heures par semaine au cabinet. C'était un dimanche soir, à 23 heures. J'étais sur le point d'aller me coucher quand mon téléphone a sonné. Victor. J'ai failli ne pas répondre. Nous ne nous étions pas parlé depuis 6 mois, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Angelina, a-t-il dit. Sa voix était tendue. Nous avons une urgence. Un procès pour défaut de construction. Des clients affirment que notre bâtiment a des problèmes structurels, des fissures de fondation, des pannes de CVC, des violations du code électrique. Ils réclament 1,8 million de $. Nos avocats habituels sont en vacances en Europe, injoignables. Peux-tu nous aider? Juste une consultation rapide. J'aurais dû dire non. J'aurais dû lui dire de trouver un autre avocat. Mais il avait l'air désespéré et une part pathétique de moi voulait encore qu'il ait besoin de moi. Je facturais 320 $ de l'heure pour les consultations. Il a dit, Angelina, c'est la famille. On va s'arranger. Aide-nous juste à ne pas tout perdre, s'il te plaît. Ce mot, s'il te plaît, de la part d'un homme qui ne m'avait jamais rien demandé. J'ai accepté d'examiner la plainte pendant le week-end. La plainte était pire que ce qu'il avait décrit. Le plaignant, un locataire commercial qui louait un espace dans l'un de nos bâtiments, alléguait des défaillances catastrophiques, un affaissement inégal des fondations, un système de CVC en panne dans les 6 mois suivant son installation, et un câblage électrique non conforme aux normes de la ville. Il réclamait 1,8 million de $ de dommages-intérêts, perte de revenus, frais de relocalisation, réparation et dommages-intérêts punitifs pour négligence. J'ai creusé l'affaire, examiné le contrat d'achat initial, les rapports d'inspection, les permis de la ville, les chaînes de mai entre Gareth, qui avait géré cette acquisition, et les entrepreneurs, et je l'ai trouvé. Gareth avait sauté l'inspection finale de la ville pour clore la transaction plus rapidement. Il voulait sa prime de commission avant la fin du trimestre.
L'inspection aurait permis de détecter les problèmes électriques, un câblage obsolète qui n'avait pas été mis aux normes lors du passage de l'usage résidentiel à l'usage commercial du bâtiment. La loi de l'État l'exigeait. Garrett l'avait ignoré. Il avait commis une fraude. Peut-être pas intentionnelle, juste une fraude imprudente et stupide, mais une fraude quand même. J'ai travaillé 90 heures sur 3 semaines. J'ai rédigé un accord de règlement. J'ai négocié avec l'avocat du plaignant, un requin d'un cabinet du centre-ville de Phoenix qui sentait le sang. J'ai trouvé une faille. Le contrat de bail contenait une clause, en l'état, enfouie à la section 12.4 et le plaignant avait signé un accusé de réception de visite finale sans formuler d'objection. Cette documentation figurait dans la pièce C du contrat. J'ai écrit à l'avocat du plaignant, selon la section 12.4 du contrat de bail, le plaignant a renoncé au droit de poursuivre pour des conditions préexistantes. Arbitrage obligatoire. De plus, votre client a signé la visite finale sans objection. Documenté dans la pièce C. Nous sommes prêts à transiger pour 520 000 $ afin d'éviter les frais d'arbitrage. Contre-proposition d'ici vendredi, sinon nous poursuivons. Ils ont accepté le règlement, 520 000 $. J'avais épargné 1,3 million de $ à l'entreprise de mon père. J'ai envoyé à Victor une facture détaillée, 90 heures à 320 $ de l'heure. Total, 28 800 $. Professionnel, équitable, en dessous de ce que n'importe quel cabinet facturerait pour lui avoir fait économiser plus d'1 million. Il m'a appelé. Il était en colère. Qu'est-ce que c'est que cette facture? Tu factures ton propre père? Papa, j'ai travaillé 90 heures. Je t'ai fait économiser 1,3 million de $. C'est une facturation standard. Angelina, tu es de la famille, c'est ton devoir. Nous t'avons élevé. Nous avons payé tes. Vous n'avez pas payé mes études. J'ai 132 000 $ de prêts étudiants. Garrett en a 0. C'est différent. Garrett dirige l'entreprise. Je viens de sauver l'entreprise. Silence. Puis, je suis déçu de toi, Angelina. Une fille devrait aider sa famille sans attendre de paiement. Il a raccroché. Ma mère a appelé 1 heure plus tard sur haut-parleur depuis le bureau de Victor. Angelina, c'est très déplacé. Tu nous embarrasses. Et si les gens découvraient que tu as facturé ton propre père? Maman, je suis une professionnelle. C'est ainsi que fonctionne la loi. Eh bien, c'est peut-être pour cela que tu es toujours célibataire. Les hommes n'aiment pas les femmes aussi transactionnelles. J'ai marqué la facture comme étant en retard après 60 jours. Puis je l'ai passée en perte et profit. Le coût émotionnel n'en valait pas le recouvrement. J'ai envoyé un SMS à ma grand-mère, Eleanor, j'ai fini. Je ne les aiderai plus jamais. Elle a répondu immédiatement, bien. Tu mérites mieux, ma chérie. Viens me voir le mois prochain. J'ai quelque chose à te dire. En août, 2 mois plus tard, Garrett a publié sur LinkedIn, fier d'annoncer que nous avons résolu avec succès un litige majeur qui menaçait notre entreprise. Reconnaissant pour le travail acharné et la pensée stratégique de mon équipe. En avant. 240 mentions j'aime. Des commentaires louant son leadership. Aucune mention de moi. Aucune mention des 90 heures que j'avais passées à sauver ces fesses incompétentes. J'ai fait une capture d'écran, je l'ai enregistrée dans un dossier sur mon ordinateur portable nommé « Reçu ». Je n'ai pas commenté. Je ne l'ai pas dénoncé. Je l'ai simplement classé car j'apprenais quelque chose d'important, les documents l'emportent sur la confrontation. L'épreuve dure plus longtemps que la colère. J'ai réservé un vol pour Phoenix pour rendre visite à ma grand-mère et l'année. C'était en septembre 2019. Sa voix semblait faible au téléphone, « Viens vite, ma chérie. Nous devons parler de ton avenir. » J'avais sauvé leur empire. Il n'avait même pas dit merci. Septembre 2019. J'ai pris l'avion pour Phoenix un vendredi après-midi. Ma grand-mère vivait dans un petit appartement en location à Tampa. Une chambre, des meubles modestes, des murs couverts de photos de moi, de mes remises de diplômes, des résultats de mon examen du barreau. Chaque étape que mes parents ignoraient, elle la documentait. Elle semblait plus mince que dans mes souvenirs. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle servait le thé, mais ses yeux étaient toujours vifs. Ses yeux bleus clairs qui avaient toujours vu clair dans les conneries de tout le monde.
J'ai un cancer du pancréas de stade 4, a-t-elle dit. Pas d'introduction, juste des faits, les médecins disent de 6 à 12 mois. J'ai craqué. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai mis ma tête dans mes mains et j'ai sangloté. Des pleurs affreux. De ceux où l'on ne peut plus respirer. Elle a fait le tour de la table et m'a serré dans ses bras comme elle le faisait quand j'avais 8 ans, ne pleure pas, bébé. J'ai eu une bonne vie, mais je dois te dire quelque chose d'important. Elle m'a expliqué qu'elle avait mis à jour son testament. Elle voulait que je sache ce qui s'en venait. Pas les détails, mais la forme. J'hériterai de 25% de Esquabel Property, des parts qu'elle avait conservées de la fondation d'origine en 1987, de 3 propriétés locatives à Phoenix générant environ $8 500 par mois de revenus. Et autre chose qu'elle ne pouvait pas encore me dire. Tu n'as pas à me donner quoi que ce soit, grand-mère. Tais-toi. Tu l'as mérité. Tu es la seule à m'avoir jamais vu comme autre chose que la mère de Victor. Elle m'a serré la main. Ses doigts étaient froids, ton père est un homme bon, Angelina, mais il est faible. Il s'approprie le mérite de mon travail, de mon sacrifice. Et ta mère, elle a peur des femmes fortes. C'est pour cela qu'elle te traite ainsi. La peur. Grand-mère. Ils me détestent. Ils ne te détestent pas, bébé. Ils te craignent parce que tu es tout ce qu'ils ne sont pas honnêtes, brillante, autodidacte. Elle s'est penchée plus près, promets-moi une chose. Quand je serai parti, ne les laisse pas m'effacer et ne les laisse pas t'effacer. J'ai promis. Elle m'a raccompagné à la porte, a chuchoté, il y a une lettre dans mon coffre-fort. Mon avocat te la donnera 1 an après ma mort. Lis-la quand tu seras prête à te battre. Me battre contre qui? Elle a souri tristement, tu le sauras. Laissez-moi vous ramener encore plus loin, en 2000, quand j'avais 8 ans et que ma grand-mère travaillait encore à plein temps comme courtier. Elle m'a emmené à son bureau un samedi, un petit espace dans un centre commercial linéaire à Scottsdale, les murs couverts d'annonces immobilières et de licences encadrées. Elle m'a montré les plans du premier bâtiment que Esquabel Property avait développé, un complexe d'appartements de 8 unités à Tampa, construit en 1987. Les plans étaient étalés sur son bureau, jaunis sur les bords, maintenus par une tasse à café et une agrafeuse, ton grand-père et moi avons construit cela de nos propres mains. Elle a dit, eh bien, nous avons embauché l'équipe, mais nous l'avons conçu, financé, géré. Ton père avait 23 ans à l'époque, il apprenait encore. Enthousiaste cependant, intelligent. Il a aidé. Est-ce que papa a beaucoup aidé? Elle a ri, il apprenait, bébé. C'est ce que font les fils. Ils apprennent de leurs parents. Et puis, si on a de la chance, ils se souviennent de dire merci. Elle m'a laissé tracer les lignes des plans avec des crayons de couleur. J'ai passé 1 heure à transformer des dessins structurels en art abstrait. Rouge pour les murs porteurs, bleu pour la plomberie, jaune pour les conduits électriques, tu sais ce que j'aime dans l'architecture, bébé, disait-elle en me regardant. C'est honnête. Un bâtiment tient debout ou il s'effondre. Pas de place pour les mensonges. Grand-mère, est-ce que les filles peuvent être architectes? Elle m'a regardé comme si je venais de lui poser la question la plus évidente du monde, est-ce que les filles peuvent être architectes? Oh ma chérie, ce sont les meilleures qui le sont. C'est à ce moment-là que je suis tombée amoureuse des bâtiments. Laissez-moi vous parler de 2009. L'année qui a tout changé, même si je ne le savais pas alors. J'avais 17 ans. La grande récession battait son plein. Lehman Brothers s'était effondré. Le marché du logement avait implosé. Les constructions s'étaient arrêtées. Les promoteurs immobiliers faisaient faillite dans tout le pays. Esquabel Property était en train de mourir. Mon père s'était trop surendetté, exploitant 3 nouveaux projets basés sur des évaluations d'avant la récession qui s'étaient évaporées du jour au lendemain. La banque menaçait de saisir. Les salaires avaient 2 mois de retard. Les clients s'éloignaient des contrats signés, préférant perdre leur dépôt plutôt que de finaliser l'achat de propriétés qui valaient la moitié de ce qu'ils avaient accepté de payer. Victor est allé voir sa mère. Ma grand-mère Eleanor avait 67 ans à l'époque, récemment retraitée. Elle vivait dans une maison modeste qu'elle avait remboursée sur 30 ans, un pavillon de 3 chambres à Glendale. Rien de luxueux, mais c'était le sien. Elle avait des économies issues de décennies de travail de courtage, environ $680 000 dans ses comptes de retraite.
Mon père avait besoin de cette somme exacte pour sauver l'entreprise. Elle a hypothéqué sa maison, a retiré ses fonds de retraite, lui a tout donné. Il a signé un billet à ordre. Je l'ai vu depuis, le document original notarié et légal, Victor Isabelle, reconnais par la présente la réception de $680 000 d'Eleanor Hartman Isabelle le 15 mars 2009. Remboursement intégral d'ici le 15 mars 2014 avec un intérêt composé annuel de 6%. S'il n'est pas payé au moment du décès du prêteur, le solde impayé plus les intérêts courus sont transférés à Angelina Maria Isabelle avec plein droit d'exiger le paiement immédiat ou de le convertir en capitaux propres dans Isabelle Properties. Signé sous serment, dans la marge de la main d'Eleanor, Victor a promis de me rembourser, mais s'il ne le fait pas, Angelina s'assurera que l'on se souvienne de moi. L'entreprise a survécu. Mon père ne l'a jamais remboursé. En 2012, Eleanor a dû vendre sa maison pour rembourser l'hypothèque qu'elle avait contractée pour lui. Elle a emménagé dans un appartement de location d'une chambre, à $950 par mois. Elle y a vécu jusqu'à sa mort. Pendant ce temps, mes parents ont acheté une maison à $2,3 millions à Paradise Valley. 6 chambres, piscine à débordement, garage pour 3 voitures. Garrett a eu la BMW. J'ai eu les relevés de prêts étudiants. Je ne savais rien de ce prêt. Eleanor ne m'en avait jamais parlé. Elle ne voulait pas me surcharger. Mais elle a conservé ce billet à ordre dans un coffre-fort de la Bank of America avec une lettre scellée qui m'était adressée. Elle est décédée le 18 janvier 2024. Un cancer du pancréas. Elle s'est battue pendant 16 mois au lieu de 12, plus longtemps que prévu par les médecins parce qu'elle était têtue comme tout. Les funérailles ont eu lieu le 22 janvier. 60 personnes. Mon père a prononcé l'éloge funèbre, ma mère était une sainte, a-t-il dit, debout derrière le pupitre dans son costume noir, la voix tremblant légèrement. Elle a tout sacrifié pour cette famille. Elle m'a appris la valeur du travail acharné, de l'intégrité, de toujours faire passer la famille en premier. Il n'a pas mentionné les $680 000. Il n'a pas mentionné qu'elle était morte dans un appartement de location alors qu'il vivait dans un manoir. Il n'a pas mentionné qu'elle lui avait demandé le remboursement année après année et qu'il avait dit « Les affaires sont lentes, maman. » Bientôt, je le promets. Garrett a lu un verset de la Bible. Ma mère s'est tamponnée les yeux avec un mouchoir, elle qui n'avait pas rendu visite à Eleanor une seule fois pendant sa chimio. Je me suis assise au dernier rang. Je n'ai pas pleuré. J'avais versé toutes mes larmes en privé au téléphone avec elle durant ces derniers mois, lui tenant la main à l'hospice alors qu'elle perdait et reprenait connaissance. Après le service, mon père s'est approché de moi, merci d'être venu. Je sais que toi et maman étiez proches. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. À la réception, j'ai entendu mon oncle parler à Victor près de la table des desserts, ta maman était si fière de toi. Elle disait toujours que tu avais construit un empire. Je n'aurais pas pu le faire sans elle, a dit Victor. Elle a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. J'étais debout à 3 mètres de là. Il ne m'a pas regardé. Avant qu'il ne ferme le cercueil, j'ai placé un dessin à l'intérieur, un plan que j'avais esquissé quand j'avais 10 ans, brut et enfantin, d'un bâtiment que je voulais concevoir un jour. Eleanor l'avait gardé dans un cadre sur son mur pendant 23 ans. J'ai chuchoté, je finirai ce que tu as commencé, grand-mère. Un homme s'est approché de moi après les funérailles. Fin de la soixantaine, cheveux argentés, regard bienveillant, Madame Esquabel. Je suis Samuel Brennan. J'étais l'avocat et l'ami de votre grand-mère. Elle m'a laissé des instructions spécifiques pour vous contacter. Je vous recontacterai d'ici 6 mois. Il m'a tendu sa carte de visite. Je l'ai mise dans ma poche sans y penser davantage. J'étais trop engourdi, trop épuisé par le chagrin. Mais 6 mois plus tard, en juillet 2024, Brennan a appelé, Mademoiselle Isabelle, je dois vous demander de venir à Phoenix. Il est temps d'exécuter le testament de votre grand-mère. J'ai pris l'avion la semaine suivante, sans le dire à ma famille. Je me suis assise dans le bureau de Brennan, boisé, à l'ancienne, des étagères remplies d'ouvrages juridiques, et j'ai écouté la lecture des actifs, vous héritez de 25% des parts d'Isabelle Property LLC. Certificat d'action numéro 00127 émis à Eleanor Hartman Isabelle en 1987. Jamais vendu ni transféré jusqu'à présent. 3 propriétés locatives aux adresses suivantes, acte de propriété 6 juin. Les effets personnels de votre grand-mère,
y compris des photographies et documents conservés dans son coffre-fort, et ceci. Il m'a tendu une enveloppe épaisse scellée à la cire rouge estampillée d'un E. L'écriture de ma grand-mère ornait le recto, à ma chérie Angelina, à ouvrir le 18 janvier 2025. Tu sauras quoi faire. Je t'aime au-delà de toute mesure. Grand-mère Eleanor. Elle était très précise, a dit Brennan. Vous devez l'ouvrir en janvier 2025, un an après sa mort. Elle a dit que vous auriez besoin de temps pour faire votre deuil avant de pouvoir vous battre. Me battre contre quoi? Il a souri, elle a également laissé la documentation d'un billet à ordre. Votre père lui a emprunté 680 000 $ en 2009, non remboursé, avec 16 ans d'intérêt composé à 6% par an. Le solde actuel est de 1 625 000 $. La note précise qu'à sa mort, la dette vous est transférée. Vous avez le droit légal d'exiger le paiement. Je l'ai dévisagé. Je suis sorti de son bureau en tenant cette enveloppe. Je suis resté assise dans ma voiture de location pendant 20 minutes. J'ai envoyé un SMS à ma thérapeute, j'ai besoin d'une séance d'urgence. Ma grand-mère vient de me donner une arme. Je suis passé devant l'immeuble d'Isabelle Property, 10 étages au centre-ville de Phoenix, tout de verre et d'acier étincelant. Je n'y étais jamais entré, jamais invité. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et je l'ai observé. 25%. Je possédais un quart de cela. Elle était la seule à m'avoir vu, et elle s'était assurée que je ne serais plus jamais invisible. En octobre 2024, 3 mois après la lecture du testament, la procédure d'homologation était terminée. Le registre des actionnaires est devenu public. Victor a reçu un avis officiel de la Commission de l'Arizona pour les corporations, mise à jour du registre des actionnaires. Isabelle Property LLC. Nouvel actionnaire, Angelina Maria Escobel, 25% de parts transférées de la succession d'Eleanor Hartman Esquabel, décédée. Il a appelé son avocat. Puis il m'a appelé 5 fois. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal, Angelina, c'est ton père. J'ai reçu l'avis des actionnaires. J'aurais aimé que maman m'en parle avant de passer. Écoute, je sais que nous avons une eau différente, mais tu es de la famille. Asseyons-nous comme des adultes et réglons cela. Peut-être pouvons-nous racheter tes parts. À la valeur du marché, bien sûr. Rappelle-moi, s'il te plaît. Je l'ai écouté 3 fois, je l'ai enregistré et j'ai envoyé un SMS à Brennan, il panique. Tant mieux. L'avocat de Victor lui a envoyé un email. J'en ai obtenu une copie plus tard au cours de la communication des pièces, Victor, j'ai examiné la documentation. Le testament d'Eleanor est incontestable, rédigé par un professionnel, devant 3 témoins, notariés, sans signe d'abus de faiblesse. Angelina est désormais légalement actionnaire à 25%. Elle a droit à un siège au conseil d'administration, à l'accès aux dossiers financiers, à un droit de veto sur les décisions majeures nécessitant plus de 50% d'approbation, et aux distributions de dividendes. Mon conseil, accepte cela et préserve la paix familiale. Un litige serait coûteux et futile. Mon père a organisé une conférence téléphonique familiale d'urgence. Victor, Diane, Garrett, les 2 oncles qui travaillaient dans l'entreprise. Je n'ai pas été invité, évidemment, mais l'un des oncles l'a enregistré. Il m'a envoyé le fichier audio des mois plus tard, après que tout a éclaté. La voix de Victor était tendue, ma mère est passée dans mon dos. Elle a donné 25% à Angelina sans me le dire. Diane, pouvons-nous racheter ses parts? Oncle numéro 1, à quel prix? 25% d'une entreprise de 12 millions de $. Cela fait 3 millions. Nous n'avons pas de liquidité. Garrett, nerveux, attendez, cela signifie qu'Angelina peut voir nos livres? Jean, les états financiers. Victor, oui, elle a un accès d'actionnaire. Long silence sur l'enregistrement. La voix de Garrett à nouveau, à peine audible, oh, merde. Diane, nous devons l'appeler. Négocier. Elle est de la famille. Elle sera raisonnable. Victor, Angelina n'a pas retourné mes appels depuis 3 mois. Pendant qu'il paniquait, je me concentrais sur les autres cadeaux d'Eleanor. Les 3 propriétés locatives, des maisons de ville de 2 chambres dans des quartiers décents de Phoenix, plus anciennes mais bien entretenues. Le gestionnaire immobilier m'a appelé, Madame Escobel, je suis désolé pour votre perte. Votre grand-mère était merveilleuse. Juste pour que vous le sachiez,
les propriétés génèrent environ 8500 $ par mois de revenus locatifs. Tous les locataires sont à jour, les baux sont solides. Je continuerai à gérer à moins que vous ne vouliez faire des changements. S'il vous plaît, continuez à gérer. Envoyez-moi des rapports mensuels. Très bien. Elle a tout laissé organiser pour vous. Dossier de propriété, registre d'entretien, historique des locataires. Elle était méticuleuse. Le premier dépôt est arrivé sur mon compte courant en septembre. 7 890 $ après dépenses. Je l'ai fixé pendant 1 minute entière. C'était plus que ce que je gagnais en un mois à mon premier emploi juridique. Un revenu passif. Le cadeau d'Eleanor. Pour la première fois de ma vie, je ne me noyais pas. J'ai envoyé un SMS à ma thérapeute, je ne me noie plus. Gareth m'a envoyé un SMS, salut Ange, on peut se parler? J'ai entendu parler du testament de grand-mère. Félicitations. On prend un café un de ces quatre? J'ai archivé le message sans y répondre. J'ai gardé l'enveloppe scellée dans un coffre-fort ignifuge dans mon appartement à Seattle. Parfois, je la sortais, la tenais, passais mes doigts sur le seau de cire. Encore 3 mois avant le 18 janvier 2025. Encore 3 mois avant de pouvoir l'ouvrir. Brennan a appelé pour prendre des nouvelles, Madame Isabelle, juste un rappel, le 18 janvier est le jour où vous pourrez ouvrir la lettre. Votre grand-mère était très précise sur le timing. Elle a dit qu'Angelina avait besoin de temps pour faire son deuil avant de se battre. Savez-vous ce qu'il y a dedans? Oui, et je peux vous dire ceci, cela va tout changer. Conformément à mes droits d'actionnaire, j'ai envoyé une demande formelle par l'intermédiaire de Brennan réclamant l'intégralité des dossiers financiers d'Isabelle Property LLC pour les exercices 2019 à 2024. Veuillez les fournir sous 30 jours conformément à la loi sur les LLC de l'Arizona. L'avocat de Victor a envoyé les dossiers, 380 pages de PDF, bilan, compte de résultats, rapport de dépenses, transactions bancaires. J'ai commencé à les examiner le soir même de leur arrivée. Je suis avocate d'affaires. Je sais lire les états financiers, repérer les irrégularités, et il y en avait partout. Les dépenses de marketing ont grimpé en flèche en 2022 et 2023, 186 000 $ au total. Mais j'ai recoupé avec la liste publique des projets de l'entreprise, vérifié leur présence sur les réseaux sociaux, appelé quelques fournisseurs. Il n'y avait pas de campagne de marketing. Aucune. Des frais de voyage d'affaires sur la carte d'entreprise de Gareth. Vegas, Cabo, Miami. J'ai recherché les dates. Aucun projet dans aucune de ces villes. Juste des voyages de loisirs. Des virements étiquetés frais de conseil à une LLC appelée Phoenix Advisé. J'ai vérifié l'enregistrement. La LLC appartenait à Gareth, enregistrée à son adresse personnelle. J'ai créé un tableur, 47 transactions suspectes. Total, 186 430 $. J'ai envoyé un SMS à Brennan, j'ai besoin d'un comptable d'investigation maintenant. Il m'a orienté vers Rebecca Moss, une experte comptable agréée détenant un titre d'examinatrice de fraude certifiée. Je l'ai payé 12 500 $ pour examiner 5 ans de dossier. Elle a travaillé pendant 3 semaines. Son rapport est arrivé dans ma boîte de réception le 10 décembre 2024, résumé analytique, l'analyse révèle une utilisation abusive et systématique des fonds de l'entreprise par le vice-président des acquisitions Gareth Esquabel de janvier 2022 à octobre 2024. Le schéma comprend la création d'une société écran pour facturer des services inexistants, 78 000 $. Frais de voyage personnel classés à tort en dépenses professionnelles, 31 400 $. Achat de luxe codé en marketing, 52 200 $. Retrait d'espèces sans reçu, 24 830 $. Total, 186 430 $. Conclusion, les preuves soutiennent une plainte pour détournement de fonds. Recommande une enquête interne immédiate et le signalement potentiel aux forces de l'ordre. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai appelé Brennan, j'ai la preuve que Gareth a détourné 186 000 $. Quelles sont mes options? Tu peux porter plainte à la police. Tu peux exiger une restitution par décision du conseil d'administration. Ou tu peux l'utiliser comme moyen de pression. Mais Angelina, avant de décider, nous approchons du 18 janvier. Ouvre d'abord la lettre de ta grand-mère. Il pensait que grand-mère m'avait laissé des souvenirs. Elle m'a laissé un moyen de pression.
Le 18 janvier 2025, exactement un an après la mort d'Eleanor. Je me suis réveillé tôt dans mon appartement de Seattle, j'ai préparé du café, allumé une bougie à la lavande, son parfum préféré, et je me suis assise à ma table de cuisine avec l'enveloppe. Le seau de cire s'est brisé facilement. À l'intérieur, 12 pages. L'écriture d'Eleanor. Une cursive élégante légèrement inclinée vers la droite, ma très chère Angelina, si tu lis ceci, c'est que je suis parti depuis un an. J'espère que tu as fait ton deuil convenablement. Je ne veux pas que tu pleures pour toujours, ma chérie. Mais maintenant, il est temps de se battre. Je dois te dire quelque chose que ton père n'a jamais voulu que tu saches. Mes mains tremblaient. J'ai continué à lire, en 2009, l'entreprise de ton père était mourante. Il est venu me voir, désespéré. Il avait besoin de 680 000 $ pour la sauver. Je lui ai donné tout ce que j'avais. J'ai vendu ma maison, Angelina. La maison que ton grand-père et moi avions achetée en 1982, où nous avons élevé Victor, où tu jouais dans le jardin. J'ai retiré mon épargne retraite, chaque dollar que j'avais mis de côté pendant 35 ans de travail. Je lui ai tout donné parce que c'est mon fils, et je l'ai cru quand il a dit qu'il me rembourserait. J'ai dû m'arrêter, poser la lettre, respirer, il m'avait promis 5 ans. Cela fait 16 ans, Angelina. Il ne m'a jamais remboursé un centime. Je suis morte dans un appartement de location alors qu'il vivait dans un manoir avec piscine. Je ne te dis pas cela pour que tu le détestes. C'est toujours ton père, et la haine est un poison. Mais je te le dis pour que tu comprennes, il prend et prend encore, et ne donne jamais en retour. Ni à moi, ni à toi. Le paragraphe suivant était souligné, j'ai ajouté ton nom sur le billet à ordre à dessein. Si je mourais avant qu'il ne me rembourse, la dette te serait transférée. Pourquoi? Parce que tu es la seule à avoir le courage de récupérer cet argent. Le billet est légal, exécutoire. Avec 16 ans d'intérêt composé à 6%, il vaut environ 1,6 million de $. Désormais, tu peux exiger le paiement ou tu peux le convertir en capitaux propres, soit 38% de parts supplémentaires. Cela te donnerait une participation majoritaire de 63%. Tu posséderais l'entreprise, Angelina. L'entreprise que j'ai bâtie, l'entreprise qui aurait dû être la tienne dès le départ. Je pleurais. Je n'y pouvais rien, j'aurais dû me battre plus fort quand Victor t'a rejeté. J'aurais dû dire quelque chose quand Diane t'a qualifié d'erreur de commande lors de ce dîner de Thanksgiving. J'ai gardé le silence parce que je pensais que la paix familiale importait plus que la justice. J'avais tort. Tu méritais mieux. Voici donc mon cadeau pour toi, les outils pour réécrire l'histoire de cette famille. Utilise-les comme bon te semble. Brûle tout ou reconstruis en mieux. Je te fais confiance. Tu n'es pas une erreur de commande, bébé. Tu es la correction. Répare ce que je n'ai pas pu réparer. Je t'aime toujours, grand-mère Eleanor. Pièce jointe à la lettre, le billet à ordre original, un papier jauni, la signature de Victor au bas, le tampon de notaire du 15 mars 2009, et 40 pages d'extrait de journal intime. Je les ai lus. La voix d'Eleanor d'année en année, mars 2010. Victor a promis de payer 50 000 $ cette année. J'attends toujours. Novembre 2011. J'ai interrogé Victor sur le prêt. Il a dit, les affaires sont lentes, mais je suis passé devant leur maison hier. Il rénove la cuisine, des comptoirs en marbre. Juin 2013. Victor dit qu'il commencera les paiements au prochain trimestre. J'ai vu la nouvelle BMW de Garrett dans l'allée, une voiture à 60 000 $, mais aucun paiement pour moi. Avril 2016. Je dois déménager. Je ne peux plus payer l'hypothèque. Victor dit qu'il m'aidera bientôt. Je vends la maison le mois prochain. Janvier 2018. J'ai demandé directement à Victor, vas-tu un jour me rembourser? Il a dit, maman, tu sais que je vais le faire. Je ne pense pas que ce soit le cas. Octobre 2022. Le médecin dit que j'ai un cancer. 6 mois, peut-être un an. J'ai appelé mon avocat. Il est temps de m'assurer qu'Angelina obtienne ce qu'elle mérite. J'ai appelé Brennan. Ma voix tremblait, j'ai ouvert la lettre et elle veut que je reprenne l'entreprise. Alors, commençons. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau 2 jours plus tard. Il m'a expliqué les calculs, propriété actuelle, Victor à 60%,
Diane à 15%, tu à 25%. Si tu convertis la dette de 1,625 millions de dollars en capitaux propres, voici ce qui se passe. La dette représente environ 13,5% de dilution pour tous les actionnaires. Tu obtiens 38% de parts supplémentaires grâce à la conversion. Ton nouveau total, 63%. Victor tombe à 44%, Diane à 11%. Tu deviens l'actionnaire majoritaire. Intérêt de contrôle. Il l'a écrit sur son tableau blanc. J'ai fixé les chiffres. 63%. Je possédais l'entreprise. L'entreprise qu'Eleanor avait bâtie, l'entreprise qui m'avait rejeté, humilié, qui m'avait volé mon travail et mon mérite. Qu'est-ce que tu veux faire, a demandé Brennan. Je veux qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait. Je veux des reçus. Je veux justice. Alors, on y va avec la conversion en capitaux propres. Et avec le rapport d'audit sur Garrett, tu auras le levier nécessaire pour imposer les conditions que tu veux. Quand est-ce qu'on frappe? J'ai souri, leur 38e anniversaire de mariage, le 8 mars 2025. Je veux que tout le monde voie. Nous avons passé février à préparer la boîte cadeau, une boîte noire de 12x8x6 pouces, avec un ruban argenté, élégant. À l'intérieur, le billet à ordre, encadré sous verre. Une lettre de mise en demeure sur papier à en tête de Brennan, Madame Angelina Isabelle, créancière, réclame par la présente le paiement de 1 625 000 $ sous 60 jours à compter de la réception, exigible le 8 mai 2025. Le défaut de paiement entraînera la conversion de la dette en 38% de capitaux propres conformément aux conditions du billet d'origine. Débiteur, Victor Isabelle Property LLC. Le rapport d'audit d'investigation, résumé analytique, 3 pages. Des extraits du journal intime d'Eleanor, 10 pages. La preuve qu'il n'avait jamais eu l'intention de la rembourser. Une lettre de ma part, manuscrite, vous m'avez qualifié d'erreur de commande. Grand-mère Eleanor m'appelait son architecte. Elle a sauvé votre entreprise en 2009. Vous l'avez laissé mourir pauvre. Je récupère ce qui lui est dû avec les intérêts. Vous avez 60 jours. Payez la dette ou je prends 63% de l'entreprise. C'est votre choix. Vous ne me reverrez plus après ce soir. Angelina. Une photo d'Eleanor de 1987, portant un casque de chantier et tenant une pelle lors de l'inauguration de ce premier bâtiment, souriante. Les cartes de visite de Brennan et de Rebecca Moss. La preuve que je m'étais préparé. J'ai emballé la boîte moi-même, tard dans la nuit dans mon appartement, les mains stables. Je me sentais calme, lucide. J'ai envoyé un SMS à ma thérapeute, je suis prête. J'ai réservé un vol pour Phoenix pour le 7 mars, un jour avant la fête. J'ai acheté une robe noire, élégante, pas accent grave l'œil. J'ai répété ma phrase de sortie dans le miroir, santé. Vous ne me reverrez plus. Je n'avais pas seulement hérité d'actions. J'avais hérité de munitions. 8 mars 2025. 18h30. L'Arizona Biltmore Resort. Construit en 1929, inspiré de l'architecture de Frank Lloyd Wright. Une salle de bal au toit de cuivre avec de hauts plafonds et des motifs géométriques dans les fenêtres. C'est le genre d'endroit que l'on choisit pour se faire remarquer. Je suis arrivé seul. En Uber depuis l'hôtel de l'aéroport. Je ne voulais pas que quiconque suive ma voiture de location. Je ne voulais pas de questions. Robe noire longue jusqu'au sol, bijoux discrets, cheveux attachés en un chignon bas. Je portais une petite pochette. La boîte cadeau était déjà là, laissée au vestiaire. À l'entrée, la coordinatrice a vérifié la liste des invités. Mon nom était barré. Oh, Madame Isabelle, nous ne vous attendions pas, laissez-moi. Laissez-moi vous trouver une place. Je vais rester debout au fond. Je ne reste pas longtemps. À l'intérieur, la salle de bal rayonnait. Lumière ambrée et chaleureuse diffusée par d'immenses lustres en cristal. 20 tables rondes, nappes blanches, sous assiette dorée, centre de table d'orchidées, une cascade de champagne près du bar sur 6 niveaux, un quatuor de jazz jouant doucement dans un coin, 195 invités en tenue de soirée, la table d'honneur avec Victor, Diane, Garrett. 2 oncles et leurs épouses. Mon père portait un costume bleu marine, ma mère une robe couleur crème. Garrett semblait nerveux, ne cessant de vérifier son téléphone. Je suis resté près de la sortie de secours, au fond,
à observer. Gareth m'a vu le premier. Il discutait avec un partenaire commercial en riant. Puis ses yeux ont balayé la pièce et se sont posés sur moi. Son sourire s'est figé. Il s'est excusé et s'est approché. « Ange, qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je fête l'événement. N'est-ce pas pour cela que nous sommes là ? Est-ce que papa sait que tu viens ? » « Non. » Surprise. Il a semblé vouloir en dire plus. Au lieu de cela, il s'est dépêché de retourner à la table d'honneur, s'est penché sur l'épaule de Victor et a chuchoté quelque chose. La tête de mon père a pivoté brusquement vers l'entrée. Il m'a vu. Son visage est passé par plusieurs expressions, confusion, agacement, puis un sourire forcé. Il m'a fait signe de venir. Je n'ai pas bougé. Le dîner a été servi. Filet mignon, légumes rôtis, une sorte de plat de pommes de terre sophistiqué. Je n'ai pas mangé. Mon estomac était trop noué. J'ai juste observé la pièce, attendant le toast. 19h42. Victor s'est levé, a tapoté sa coupe de champagne avec une fourchette. Un sifflement de micro a retenti, puis le silence s'est fait. « Bonsoir à tous. Merci de vous joindre à nous pour célébrer nos 38 ans de mariage. » Applaudissements. Il a souri. Ce sourire pratiqué qu'il utilise avec ses clients, Diane et moi sommes si comblés. Une famille extraordinaire, une entreprise prospère et 2 enfants merveilleux. Enfin, surtout un rire léger. Certaines personnes ont jeté des regards circulaires, me cherchant des yeux. J'ai gardé un visage impassible. Ma mère a gloussé dans sa coupe de champagne. Nous avons rectifié le tir avec un fils. La salle a éclaté en rires et en applaudissements. Gareth s'est agité sur sa chaise. Il savait que j'étais là. Il semblait mal à l'aise, mais n'a rien dit. Victor a levé son verre, à Gareth, notre garçon en or, et à Angelina, où qu'elle soit ce soir, nous lui souhaitons le meilleur. Je me suis avancé. Le silence s'est fait peu à peu à mesure que les gens me voyaient bouger, mes talons claquant sur le marbre, 195 paires d'yeux se tournant vers moi. J'ai atteint la table d'honneur, j'ai placé la boîte cadeau directement entre Victor et Diane, juste au milieu, entre leurs coupes de champagne. J'ai pris un verre propre sur la table, je l'ai levé et j'ai souri. Un sourire petit, contrôlé, santé pour ses 38 ans, ai-je dit. Ma voix résonnait claire, calme et santé à l'honnêteté. Vous ne me reverrez plus. J'ai posé le verre, je n'ai pas bu, je me suis retourné et j'ai marché vers la sortie. Le silence était absolu, seulement le bruit de mes talons sur le marbre. 6 mètres jusqu'à la porte. 4 mètres. 3 mètres. Derrière moi, la voix de mon père, « C'est quoi ce bordel ?» J'ai poussé la porte. Parti. Les mains de Victor tremblaient alors qu'il tirait sur le ruban argenté. La boîte s'est ouverte. À l'intérieur, le billet à ordre encadré s'ouvert, 1 625 000 $ en lettres grasses. La lettre de mise en demeure. Première page visible. Paiement du sous 60 jours. Le rapport d'audit. L'analyse d'investigation. Les conclusions sur le détournement de fonds. Son visage s'est vidé de sa couleur, passant littéralement du rose au gris. Diane lui a attrapé le bras. « Victor, qu'est-ce que c'est ?» Il ne pouvait pas parler, fixant simplement le document. Gareth s'est penché, a lu la lettre de mise en demeure, et a chuchoté assez fort pour que les invités à proximité l'entendent. « Oh, merde !» Diane a saisi la lettre, l'a lue à haute voix, la voix montante, demande de paiement de 1 625 000 $. Le défaut de paiement sous 60 jours entraînera la conversion en 38% de parts. Victor, c'est réel ? Tu devais 1,6 million de $ à ta mère ? Victor, presque inaudible, j'allais la rembourser. Elle est morte dans un appartement de location, Victor. Les invités les plus proches de la table d'honneur ont tout entendu. Les chuchotements se sont propagés comme une traînée de poudre. Les gens ont sorti leur téléphone. Le quatuor de jazz s'est arrêté de jouer. Victor a ramassé le billet à ordre, les mains tremblantes. Sa signature au bas. La note manuscrite d'Eleanor dans la marge, Victor a promis, il a menti. Puis il a vu le rapport d'audit. Il l'a tourné vers la page de résumé, Gareth Isabelle. Utilisation abusive et systématique des fonds de l'entreprise.
186 430 $. Société écran. Voyage personnel. Détournement. Gareth s'est levé rapidement, sa chaise grinçant sur le sol. Je peux expliquer. Tu as créé une fausse entreprise, papa. Ce n'est pas, tu nous as volé. Gareth a couru. Il a littéralement couru, bousculant la foule vers la sortie latérale, disparaissant dans le couloir de l'hôtel. Diane sanglotait désormais, son mascara coulant. Qu'est-ce qui se passe, Victor? Qu'est-ce que tu as fait? Mon oncle s'est approché de la table. Victor, qu'est-ce qui se passe? Victor n'a pas répondu. Il lisait ma lettre à présent, écrite à la main. La dernière chose dans la boîte, vous m'avez qualifié d'erreur de commande. Grand-mère Eleanor m'appelait son architecte. Elle a sauvé votre entreprise en 2009. Vous l'avez laissé mourir pauvre. Je récupère ce qui lui est dû avec les intérêts. Vous avez 60 jours. Payez la dette ou je prends 63% de l'entreprise. C'est votre choix. Vous ne me reverrez plus après ce soir. Angelina. La photo d'Eleanor en est tombée. 1987. Casque de chantier, inauguration, souriante. La coupe de champagne de Victor a glissé de sa main, se brisant sur le sol en marbre. Des invités se levaient, s'étirant pour voir. Quelqu'un vers le fond a crié, « Est-ce que tout va bien ?» Diane s'est effondrée sur sa chaise, « Nous sommes ruinés. Oh mon Dieu, nous sommes ruinés. » Le groupe a commencé à remballer ses instruments. À 20h15, la moitié des invités étaient partis. Les autres se tenaient en petits groupes, chuchotant, fixant la table d'honneur où Victor était assis, la tête entre les mains. J'étais dans un Uber en direction de l'hôtel de l'aéroport. Le chauffeur m'a demandé, « Soirée difficile ?» J'ai ri. Mon premier rire sincère depuis des années, non. La plus belle nuit de ma vie. J'ai vérifié mon téléphone. 37 appels manqués. Victor, Diane, Gareth, les oncles. 18 SMS. Je n'en ai lu aucun. J'ai bloqué tous leurs numéros. J'ai envoyé un SMS à Brennan, c'est fait. Boîte livrée. Je suis parti. Il a répondu immédiatement, fier de toi. Appelle-moi demain. On discutera des prochaines étapes. J'ai réservé un vol pour Seattle pour le lendemain matin. Je me suis allongé sur le lit de l'hôtel, j'ai fixé le plafond et j'ai pensé, grand-mère, j'espère que tu as vu ça. J'ai dormi 9 heures. Ma première nuit complète de sommeil depuis des mois. Je suis sorti de cette salle de bal en femme libre, tandis que derrière moi, leur empire commençait à s'effondrer. 9 mars 2025. Matin. Je me suis réveillé avec 112 appels manqués. J'ai rallumé mon téléphone juste assez longtemps pour constater les dégâts. Victor, 20h04, soir de la fête, Angelina, appelle-moi maintenant. Victor, 20h06, ce n'est pas drôle. Nous devons parler. Diane, 20h09, comment as-tu pu faire ça à ton père pour notre anniversaire? Gareth, 20h11, Ange, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut s'arranger. S'il te plaît. Oncle numéro 1, 20h18, Angelina, ton père fait une crise de panique. Appelle-le. Un message vocal de Brennan, Angelina, ils ont engagé un avocat. Victor veut négocier. Appelle-moi quand tu auras atterri. J'ai appelé Brennan depuis l'aéroport, ils ont engagé Thomas Whitfield, un avocat d'affaires spécialisé en contentieux, doté d'une bonne réputation. Il m'a déjà contacté. Victor veut régler l'affaire. Qu'est-ce qu'il propose? Rien pour l'instant. Whitfield a demandé un rendez-vous. Je lui ai dit, tu n'es pas intéressé par des rendez-vous. Les conditions sont claires. 1,625 millions de dollars d'ici le 8 mai ou conversion en actions. Pas de négociation. Parfait. Laisse-les se débattre. Victor et Diane ont rencontré Whitfield le jour même. J'ai obtenu les détails plus tard lors de l'échange de pièces et des courriels divulgués. Whitfield a examiné le billet à ordre et le rapport d'audit, puis a annoncé la nouvelle, le billet est exécutoire. Eleanor l'a écrit en 2009. Elle avait 67 ans. Lucide. Aucun signe d'abus de faiblesse. L'audit est accablant. Votre fille vous tient à la gorge. Victor, peut-on contester le billet?
Dire que maman était sénile. Whitfield, elle avait 67 ans lorsqu'elle a écrit la clause de transfert, 15 ans avant de mourir. Aucun juge ne croira à l'abus de faiblesse. Vous perdriez et vous gaspilleriez de l'argent. Diane, et si nous lui offrions de l'argent? Whitfield, avez-vous 1,6 million de dollars de liquidité? Victor, non. Victor n'a pas quitté son bureau pendant 4 jours. Son bureau était enseveli sous les états financiers, les demandes de prêts rejetées, les restes de repas à emporter. Diane lui a apporté du café et l'a trouvé endormi sur le canapé. Garrett, licencié et humilié, s'est réinstallé chez eux. Il a commencé à travailler dans un cabinet immobilier concurrent. Un poste moins élevé, un salaire de 68 000 $, une baisse de salaire importante par rapport à son rôle de vice-président à 95 000 $. Il m'a envoyé un dernier message avant que je ne le bloque, je suis désolé pour tout. Le procès, le mérite, l'argent que j'ai pris. Je rembourserai. S'il te plaît, ne détruis pas l'entreprise de papa. Je n'ai pas répondu. Le 18 mars, première offre de règlement. Whitfield a envoyé un email à Brennan, 920 000 $ en espèces payées sur 3 ans en échange de la renonciation par Angelina à toute réclamation, l'annulation de la dette et l'absence de conversion d'actions. J'ai ri quand Brennan me l'a lu, il propose la moitié de ce que l'on doit à grand-mère, en plusieurs versements, et ils veulent que j'annule le reste. C'est ça l'offre. Contre-offre, 1,625 million de dollars en totalité dans 60 jours où je prends 63%. Pas de négociation. Brennan a envoyé la réponse. Whitfield l'a appelé, Sam, allons. Sois raisonnable. Cela va détruire Victor. Victor s'est détruit tout seul. Il a eu 16 ans pour rembourser Eleanor. À la place, il s'est acheté une maison à 2,3 millions de dollars. Que veut Angelina? Quel est son but ultime? Justice et reconnaissance. La deuxième offre de règlement est arrivée le 3 avril, à 28 jours de l'échéance, 1,2 million de dollars en espèces payées sur 18 mois, plus un siège permanent au conseil d'administration, plus 5% de parts supplémentaires, soit un total de 30% pour Angelina en échange de l'annulation de la dette. Je l'ai lu. J'ai envoyé un SMS à Brennan, ce n'est toujours pas le paiement intégral. Ils essaient toujours de garder le contrôle. Non. Brennan a répondu, Thomas, Madame Isabelle rejette la proposition 2. Elle n'est pas intéressée par une participation au conseil d'administration ou un paiement partiel. Paiement intégral ou conversion d'actions. C'est sa position finale. Il reste 34 jours. Victor a jeté son téléphone à travers le bureau. L'écran s'est brisé. Diane l'a observé depuis la porte, Victor, peut-être devrions-nous simplement lui laisser les actions. Nous pourrons toujours gérer les opérations quotidiennes. Elle nous licenciera, Diane. Elle va me virer de ma propre entreprise. C'était l'entreprise de ta mère au départ. Garrett a commencé à mettre à jour son CV. Les employés paniquaient. Des rumeurs circulaient. Un avis anonyme est apparu sur Glassdoor, entreprise dans le chaos. Drame familial entre propriétaires, j'envisage de partir avant que tout n'explose. 14 employés clés, des chefs de projet, des cadres commerciaux confirmés, ont commencé à passer des entretiens ailleurs. Victor a tenu une réunion d'urgence avec tout le personnel, tout va bien. Ce ne sont que des affaires financières familiales en cours de résolution. Vos emplois sont en sécurité. Personne ne l'a cru. Ils avaient vu la fuite du rapport d'audit. Quelqu'un de la finance avait chuchoté à quelqu'un des ventes, et l'information s'était propagée. Un chef de projet senior a envoyé un email à Victor, je travaille chez Isabelle Property depuis 9 ans. J'ai toujours été fidèle, mais je dois savoir, l'entreprise est-elle stable? J'ai une famille à nourrir. Si vous ne pouvez pas m'assurer de sa stabilité, je dois commencer à chercher ailleurs. La réponse de Victor, je vous le promets, nous travaillons à résoudre un problème temporaire. S'il vous plaît, restez. Des articles de presse ont commencé à apparaître. Phoenix Business Journal, une entreprise immobilière confrontée à un conflit interne. Arizona Republic, un drame familial professionnel se joue lors d'une fête d'anniversaire. Blog du secteur, Isabelle Property est-elle la prochaine implosion familiale? Victor a configuré une alerte Google pour Isabelle Property. Chaque matin, de nouveaux articles. Il m'a envoyé un SMS directement.
Je l'avais débloqué temporairement pour surveiller la situation, tu détruis les moyens de subsistance de 60 personnes. Est-ce ce que grand-mère aurait voulu? J'ai répondu. Ma seule et unique réponse, grand-mère voulait que tu paies tes dettes. Il te reste 28 jours. 22 avril. 16 jours avant l'échéance. Offre finale de règlement, 1,5 million de dollars en espèces rassemblées par des prêts personnels, des ventes d'actifs, plus 10% d'actions supplémentaires, soit un total de 35% pour Angelina. Et Garrett quitte ses fonctions de vice-président en échange de l'annulation de la dette et de l'engagement à ne pas mener d'autres audits. C'était tout ce qu'il pouvait offrir. Je voyais le désespoir dans les chiffres. 1,5 million de dollars signifiait qu'ils avaient vendu quelque chose, probablement une de leurs propriétés locatives, et contracté des prêts personnels garantis par la maison. J'y ai réfléchi pendant 48 heures. J'ai appelé Brennan, si j'accepte, j'obtiens 1,5 million de dollars et 35%. Je resterai actionnaire minoritaire, mais je serai financièrement en sécurité. C'est vrai, mais tu n'obtiendrais pas justice. Tu n'obtiendrais pas ce qu'Eleanor voulait pour toi, contrôler l'entreprise qu'elle a bâtie. À ton avis, qu'est-ce que grand-mère voudrait que je fasse? Je pense qu'elle voudrait que tu finisses ce que tu as commencé. J'ai écrit l'email à Brennan, Sam, j'ai décidé. Rejette la proposition 3. Nous procédons à la conversion en action le 8 mai. S'ils n'ont pas payé les 1,625 millions de dollars en totalité, je prends 63%. Dis-leur que c'est fini. Brennan l'a envoyé. Le 24 avril à 17h47, Victor l'a lu. À 18h02, il s'est effondré sur sa chaise. Diane l'a trouvé en train de pleurer. C'était la première fois qu'elle le voyait pleurer en 20 ans. Il a chuchoté, j'ai perdu. Elle prend tout. Le 7 mai 2025, un jour avant l'échéance, Victor m'a appelé. J'ai décroché, Angelina, s'il te plaît. Je suis ton père. Grand-mère était ta mère. Tu l'as laissé mourir pauvre. J'ai raccroché. Notre dernière conversation. Il pensait que le temps m'adoucirait. Chaque jour qui passait, je devenais plus forte. Le 8 mai 2025 à 23h59, heure de l'Arizona. Aucun paiement n'est arrivé. Brennan m'a envoyé un email, échéance dépassée. Aucun virement. Aucun chèque de banque. On procède à la conversion. J'étais à Seattle, je surveillais l'horloge, procède. Le 9 mai à 9h, Brennan a déposé les documents de conversion d'actions auprès de la Commission de l'Arizona pour les corporations. Le 9 mai à 17h, le registre officiel des actionnaires a été mis à jour. Nouvelle propriété, Angelina Isabelle 63%, Victor Isabelle 27%, Diane Isabelle 10%. J'étais l'actionnaire majoritaire, le membre gérant de contrôle. La Commission de l'Arizona pour les corporations a envoyé un email automatisé à tous les actionnaires, avis de changement de propriété. Isabelle Property LLC. En vigueur le 9 mai 2025. Angelina Maria Isabelle détient désormais 63% des parts d'intérêt. Membre de contrôle. Toutes les résolutions d'entreprise antérieures nécessitant un vote majoritaire sont soumises à l'approbation de Madame Isabelle. Réunion du conseil d'administration requise dans les 30 jours pour élire les dirigeants. J'ai fait une capture d'écran de mon certificat d'actionnaire. Je l'ai envoyé à ma thérapeute avec ce message, je l'ai fait. Victor a reçu le même email. Il a appelé Whitfield, peut-elle me virer? Le 15 mai 2025. Réunion d'urgence du conseil d'administration requise par l'accord d'exploitation de la LLC après un changement de propriété. Lieu, salle de conférence d'Isabelle Property, 10e étage, centre-ville de Phoenix. Présent, moi, Victor, Diane, Garrett en tant qu'observateur sans droit de vote, Brennan comme mon avocat, Whitfield comme avocat de Victor, les deux oncles, tous deux membres du conseil. Je suis entré à 9h. C'était la première fois que je mettais les pieds dans ce bâtiment. Des parois de verre, des meubles modernes, des photos de projets achevés le long des couloirs. J'avais été exclu de cet endroit toute ma vie. Je me suis assise en bout de table, sur le siège que Victor occupait habituellement. Il a commencé à dire quelque chose. J'ai levé la main, merci d'être venu. En tant qu'actionnaire majoritaire, j'exerce mon droit de restructurer la direction. Victor l'a interrompu, Angelina, s'il te plaît. Papa,
tu auras ton tour pour parler. Pour l'instant, c'est moi qui parle. J'ai ouvert mon dossier, j'ai lu mes notes, Victor Isabelle restera PDG, sous la responsabilité du conseil d'administration que je présiderai. Si les performances déclinent ou si d'autres fautes financières sont découvertes, je me réserve le droit de le révoquer. Les épaules de Victor se sont affaissées. Gareth Isabelle est licencié. Effet immédiat. Indemnité de départ, $0. Perdu pour détournement de fonds. Il a 48 heures pour libérer son bureau et restituer tous les actifs de l'entreprise. Des poursuites pénales ne seront pas engagées s'il signe une décharge de responsabilité totale et accepte un plan de remboursement, $186 000 sur 10 ans, soit $1 550 par mois. Gareth s'est levé, c'est de la merde. Tu ne peux pas simplement me virer. Je le peux. Et je l'ai fait. Tu as détourné $186 000. Tu as de la chance que je ne porte pas plainte. Il est sorti furieux, faisant claquer la porte de la salle de conférence. Le panneau de verre s'est fêlé. Diane Isabelle conserve son titre de directrice des opérations, COO, mais son champ d'action est réduit. Elle s'occupera uniquement des ressources humaines et de l'administration. Aucune autorité financière. Nous embauchons un directeur financier externe qui sera approuvé par moi. Diane pleurait, comment peux-tu faire cela à ta famille? Vous m'avez appris que la famille n'a pas d'importance, vous vous souvenez? Erreur de commande. J'ai continué, un audit d'investigation complet sera mené chaque année. Tout détournement supérieur à $5 000 déclenchera un examen automatique par le conseil d'administration et un de mes recrutements potentiels. La politique des dividendes est modifiée. 50% des bénéfices annuels seront distribués aux actionnaires. Je recevrai 63% des dividendes. Les nouveaux projets de plus de $500 000 nécessitent mon approbation. Whitfield s'est penché vers Victor, lui a chuchoté quelque chose. Victor a signé l'accord de restructuration. Ses mains tremblaient. Diane a refusé de signer. Je l'ai regardé, votre signature n'est pas requise. Je vous informe par courtoisie. La réunion s'est terminée à 10h15. Les oncles étaient assis dans un silence de plomb. Victor ne m'a pas regardé. Je me suis rendu dans son ancien bureau, mon bureau désormais. Je me suis assise dans son fauteuil, j'ai regardé autour de moi. Il y avait une photo sur la console, Victor et Eleanor en 1987 lors de l'inauguration. Tous deux souriants, jeunes, pleins d'espoir. Je l'ai prise, j'ai chuchoté, j'ai fini, grand-mère. Les 2 semaines suivantes ont été chaotiques. Gareth, licencié et fauché, s'est installé chez Victor et Diane. Il a trouvé un emploi chez un concurrent, pour $68 000, une baisse de salaire colossale, et a refusé de me parler. Il m'a envoyé un dernier message, j'espère que tu es contente. Tu as détruit notre famille. Je n'ai pas répondu. Victor faisait acte de présence, venait au bureau, signait les documents que j'exigeais, mais son âme n'y était plus. Les employés chuchotaient qu'il était un fantôme. Diane disait à ses amis de l'église que j'étais ingrate et cruelle. Mais quand elle demandait des détails, elle ne pouvait rien expliquer sans admettre la dette de Victor. Les oncles se sont discrètement rangés de mon côté. Ils avaient vu l'audit. Ils savaient que Gareth était corrompu. Ils savaient que Victor était imprudent. Un employé m'a envoyé un message Slack, une capture d'écran de la chaîne interne de l'entreprise, vous avez vu la nouvelle structure de propriété? La fille de Victor possède 63%. Gareth s'est fait virer. Apparemment, et a volé de l'argent. C'est fou. Mais honnêtement, elle a l'air brillante. Je l'ai rencontrée brièvement. Elle a posé de bonnes questions sur notre portefeuille du 2e trimestre. Peut-être que c'est une bonne chose pour nous. J'ai reçu le premier rapport financier mensuel sous la nouvelle structure. Revenu stable. Rétention des employés, 58 sur 60 sont restés. 2 sont partis, tous 2 amis de Gareth. Premier versement de dividendes pour moi, $42 000. Je l'ai déposé sur mon compte. J'ai pensé, c'est l'argent de grand-mère. Je l'utiliserai judicieusement. Le 2 juin 2025, Victor m'a appelé. La première fois depuis l'échéance du 8 mai, Angelina, nous devons parler. Pas de travail, de nous. Est-ce qu'on peut essayer de réparer ça? J'ai marqué une pause, je ne sais pas, papa.
Est-ce qu'on le peut? Je n'avais pas détruit l'entreprise. Je l'avais restructurée avec moi à sa tête. De juin à août 2025. Je suis resté à Seattle, gérant Isabelle Property à distance, avec des réunions mensuelles du conseil d'administration via Zoom, des examens trimestriels des états financiers et l'approbation des contrats majeurs. L'entreprise s'est stabilisée, les revenus ont augmenté, les employés se sont adaptés. J'ai commencé une thérapie intensive avec la docteure Lisa Chen, spécialiste de l'éloignement familial et des traumatismes complexes. Lors de la première séance, j'ai fondu en larmes, j'ai gagné. J'ai obtenu tout ce que ma grand-mère voulait que j'aie. Alors pourquoi est-ce que je me sens vide? La docteure Chen s'est penchée en avant, parce que vous pleurez deux choses, la famille que vous n'avez jamais eue et la famille que vous auriez aimé avoir. Au fil de 8 séances, nous avons travaillé là-dessus, la négligence de l'enfance, la colère envers mes parents, la culpabilité liée à la chute de Garrett, même s'il le méritait, le deuil de la mort d'Eleanor, et la peur de devenir aussi froide qu'eux. Vous avez fixé des limites, a dit la docteure Chen, ce n'est pas cruel. C'est de l'autoprotection. Mais j'ai détruit leur vie. L'avez-vous fait? Ou avez-vous simplement exposé la destruction qu'ils s'étaient eux-mêmes infligée? J'ai pleuré, je voulais juste qu'ils m'aiment. Je sais. Et il est normal de pleurer le fait qu'il n'en ait pas été capable. J'ai tenu un journal intime, un devoir de thérapie, écrivant des lettres que je n'enverrai jamais, cher papa, je te pardonne de ne pas m'avoir vu. Je ne pardonne pas ce que tu as fait à grand-mère, mais je renonce à mon besoin que tu me valides. Je me valide moi-même désormais. Angelina. Séance 8, le 15 août. La docteure Chen m'a demandé, à quoi voulez-vous que ressemble votre vie dans 5 ans? Je veux aider les gens qui se sentent invisibles, comme je l'ai été. Alors, qu'est-ce qui vous en empêche? J'ai souri, plus rien maintenant. Septembre 2025. J'ai appelé mon ancienne colocataire de la faculté de droit, Jenna Hartman. Aucun lien de parenté avec Eleanor, mais j'adore cette coïncidence cosmique. Nous nous sommes retrouvés pour un café à Portland. Elle était épuisée par son cabinet de taille moyenne, travaillant 80 heures par semaine sur des transactions immobilières commerciales qui rendaient les riches encore plus riches, et si nous lancions notre propre cabinet, ai-je dit. Spécialisé dans le droit immobilier pour les petites entreprises, les organisations à but non lucratif, les entreprises dirigées par des femmes, les gens qui se font avoir par les honoraires des grands cabinets. Les yeux de Jenna se sont illuminés, tu es sérieuse. Très sérieuse. J'ai le capital. Tu as les clients. Bâtissons quelque chose dont grand-mère serait fière. Nous nous sommes serrés la main. Le 1er octobre 2025, Hartman & Isabelle PLLC a ouvert ses portes. Un petit bureau à Seattle, 110 mètres carrés, moderne, minimaliste, juste Jenna et moi. Au début, nous prévoyions d'embaucher une parajuriste d'ici la fin de l'année. Notre slogan, construire la justice, un contrat à la fois. J'ai accroché le plan original d'Eleanor de 1987 sur le mur du bureau, celui qu'elle m'avait montré quand j'avais 8 ans. À côté, j'ai encadré mon premier contrat rédigé pour le nouveau cabinet, pour une boulangerie dirigée par une femme qui ouvrait à Capitol Hill. Notre première cliente est entrée le 3 octobre, une femme d'une quarantaine d'années, immigrée, qui lançait une entreprise de nettoyage. Elle ne pouvait pas se payer les tarifs des grands cabinets, nous allons travailler avec vous, lui ai-je dit. Plan de paiement, tarif réduit. Nous aidons les gens comme vous. Elle a pleuré de soulagement. Novembre 2025. J'ai utilisé 50 000 $ de mon premier versement de dividendes pour créer le fonds de bourse d'études Eleanor Hartman pour les femmes en droit et en architecture, en partenariat avec l'Université d'État de l'Arizona. La première année, 3 lauréates ont reçu 15 000 $ chacune, couvrant les frais de scolarité et les livres pour un an. J'ai personnellement interrogé chaque finaliste. Maria avait 18 ans, fille d'un ouvrier du bâtiment, elle voulait être architecte. Nous nous sommes rencontrés dans un café à Tampa. Elle était nerveuse, serrant son portfolio contre elle, Madame Isabelle, je ne sais pas comment vous remercier. Mon père a dit que l'architecture n'était pas pour les filles, mais cette bourse signifie que quelqu'un croit en moi. Je pleurais, je ne pouvais pas m'en empêcher, quelqu'un croyait en toi, ma grand-mère. Elle était aussi architecte, et elle voudrait que tu réussisses. Je lui ai tendu une photocopie encadrée de l'inauguration d'Eleanor en 1987, garde cela. Quand les gens te diront que tu ne peux pas, souviens-toi que tu le peux.
Nous nous sommes serrés dans les bras. Le site web des bourses a été mis en ligne en décembre. La page d'accueil présentait la citation d'Eleanor, un bâtiment tient debout où il s'effondre. Pas de place pour les mensonges. En dessous, ce fonds est destiné aux filles à qui l'on a dit qu'elles ne pouvaient pas. Nous disons que vous le pouvez. Le 15 décembre, j'ai reçu une lettre manuscrite de Maria, chère Madame Isabelle, j'ai commencé les cours. Mon professeur a dit que mon plan de conception était exceptionnel. Je pleure en écrivant ceci. Merci de m'avoir vu. Maria. Je l'ai lu 3 fois, j'ai chuchoté, grand-mère, elle et nous. Nous l'avons fait. Le 20 décembre 2025, 9 mois après le coup d'éclat de l'anniversaire. Victor a appelé. J'avais gardé son numéro débloqué, mais je n'avais pas répondu depuis des mois. Cette fois, j'ai décroché, Angelina, c'est papa. Je voulais t'appeler avant Noël. Je sais que tu es probablement occupé. De quoi as-tu besoin, papa? Je n'ai besoin de rien. Je voulais juste te dire que je suis désolé pour tout. Pour le commentaire sur l'erreur de commande, pour ne pas avoir remboursé maman, pour ne pas t'avoir vu. Long silence, es-tu désolé de l'avoir fait, ou désolé de t'être fait prendre? Il a marqué une pause, les deux, mais surtout le premier. Je suis une thérapie. Diane et moi essayons de comprendre pourquoi nous t'avons traité de cette façon. Et je pense que j'avais peur. Tu ressembles tellement à maman. Intelligente, déterminée, intègre. Je savais que je ne serais jamais à la hauteur, alors je t'ai repoussé à la place. Ce n'est pas une excuse, papa. Je sais. Je ne demande pas de pardon. Je voulais juste que tu le saches. Je te vois maintenant, et je suis fier de ce que tu as construit. J'ai été surprise, tu es fier? Ton cabinet, la bourse. Et même ce que tu as fait avec l'entreprise. Elle avait besoin d'une restructuration. Je la menais à la ruine. Je ne sais pas si nous pourrons réparer cela, Angelina. Je sais, mais peut-être. Peut-être que nous pouvons essayer. Pas de pression. Juste si tu veux parler, je suis là. J'y réfléchirai. Après l'appel, je suis resté assise en silence pendant 10 minutes. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas souri, j'ai juste ressenti quelque chose. Pas encore du pardon, mais peut-être une porte entr'ouverte. J'ai envoyé un SMS à la docteure Chen, mon père a appelé. Il s'est excusé. Je ne sais pas quoi faire. Elle a répondu, vous n'avez pas à décider aujourd'hui. La guérison n'est pas linéaire. 31 décembre 2025. Réveillon du Nouvel An. J'étais seul dans mon appartement de Seattle. J'avais décliné les invitations de Jenna et de mes amis. Je voulais du calme. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai écrit une dernière note dans mon journal intime, chère grand-mère Eleanor, cela fait presque 2 ans que tu es partie. Tu me manques chaque jour, mais je vais bien. Mieux que bien. J'ai repris l'entreprise comme tu le voulais. J'ai bâti un cabinet en ton nom. J'aide des filles à qui l'on a dit qu'elles n'étaient pas assez bien, tout comme tu m'as aidé. Je ne sais pas si je me réconcilierai un jour avec papa. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je sais ceci, je ne suis plus la mauvaise commande. Je suis la correction. Je suis le prochain chapitre, et je l'écris à ma façon. Merci de m'avoir vu. Merci d'avoir cru en moi. Merci de m'avoir donné les outils pour me battre. Je t'aime pour toujours, Angelina. J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai regardé par la fenêtre. La silhouette de Seattle, les feux d'artifice commençant à minuit. J'ai versé une coupe de champagne, je l'ai levée seule, aux erreurs de commande et aux femmes qui les ont transformées en chefs-d'œuvre. J'ai bu, j'ai souri. Je ne suis pas la mauvaise commande. Je suis le prochain chapitre. Si l'on vous a déjà traité d'erreur par les personnes qui étaient censées vous aimer, laissez un commentaire. Dites-moi d'où vous regardez. Et si cette histoire a résonné en vous, si vous vous êtes sorti d'une famille qui ne vous voyait pas, abonnez-vous. Il y a d'autres histoires comme celle-ci, d'autres reçus, d'autres justices, parce que parfois, la mauvaise commande devient l'architecte de tout. Je m'appelle Isabelle Catherine Weston. J'ai 31 ans. Le 20 décembre 2024, mes parents m'ont appelé pour rentrer à la maison pour Noël. Une réunion de famille, a dit ma mère au téléphone.
J'ai parcouru 11,3 miles depuis mon studio de Portland jusqu'à leur maison de Lake Oswego, celle qui vaut 2,1 millions de dollars et dont je ne serai jamais la bienvenue pour hériter. Je suis entré dans une maison vide, où seul mon grand-père, Arthur, 82 ans, était assis dans son rocking chair près de la fenêtre. Sur le comptoir de la cuisine, un mot manuscrit sur le bloc-notes à motif de rose de ma mère, tu resteras avec grand-père Arthur jusqu'au 30. Il y a une lasagne Stouferès dans le congélateur. PS. Les soins aux personnes âgées sont peut-être ta véritable vocation, car les soins infirmiers ne t'ont pas vraiment permis de réussir. Ils étaient à Paris, en première classe. Mon père, ma mère, mon frère Garrett, l'avocat fiscaliste d'entreprise qui avait toujours eu plus de valeur que moi. Je n'ai pas pleuré. Je ne les ai pas appelés. J'avais passé 31 ans à apprendre cette leçon. J'étais la fille de rechange, celle que l'on appelle quand on a besoin de quelqu'un pour faire le ménage. Ils ne savaient pas que grand-père Arthur les regardait me traiter ainsi depuis 3 décennies. Ils ne savaient pas ce qu'il avait décidé de faire à ce sujet. Et quand ils sont rentrés chez eux 10 jours plus tard, bronzés et reposés après un luxe européen d'une valeur de 52 000 $, ce qu'ils ont découvert ensuite allait leur coûter tout ce qu'ils pensaient posséder. Si vous regardez toujours, prenez une seconde pour aimer et vous abonner, uniquement si cette histoire résonne sincèrement en vous, et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Laissez-moi vous ramener au début, car il ne s'agissait pas seulement d'un mauvais Noël. C'était toute une vie de pression qui finissait par exploser. 19 mai 2018. Ma remise de diplôme d'infirmière à l'Université de la Santé et des Sciences de l'Oregon. 4 ans de nuit tardive, de stage clinique, à étudier jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. 127 étudiants étaient assis dans cet auditorium. 126 avaient leur famille dans le public. J'étais assis seul, section F, rangée 4, siège 12. Mes parents avaient promis d'être là. 3 semaines plus tôt, ma mère avait entouré la date sur le calendrier de la cuisine au feutre rouge, nous ne manquerions cela pour rien au monde, ma chérie, avait-elle dit. Le matin de la remise des diplômes, à 10h47, mon téléphone a vibré. Un SMS de maman, ma chérie, tellement désolé. Garrett a une déposition d'urgence à Seattle. Une affaire très importante. Nous y volons pour le soutenir. Tellement fier de toi. Dîner offert par nous. 30 secondes.